Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans cette vidéo, je vais te faire un résumé complet du livre I Will Teach You to Be Rich. Je vais t'apprendre comment devenir riche de Ramit Sethi. C'est vraiment un titre irrévérencieux, mais il ne faut pas s'y fier. C'est un livre qui est très complet quand il vient aux finances personnelles. Je crois que c'est le premier que j'ai lu alors que je ne connaissais rien. Et ça va plus loin que beaucoup d'autres livres qui ne parlent que de comment faire un budget, comment investir, acheter des actions. Celui-ci est plus complet. Il parle évidemment de ces sujets, mais aussi de comment négocier son salaire, comment négocier avec les banques pour faire enlever ses frais, gérer ses cartes de crédit, ses dettes. Tout ça, donc vraiment très complet et j'espère que tu vas pouvoir bénéficier de tous ces conseils dans mon résumé. Donc, la plupart des experts, des blogs, des méthodes pour devenir riche en ligne vont comme suit. Ils vont parler de ces trois trucs. Premièrement, la frugalité. Dépenser le moins possible. Couper dans tout ce que vous pouvez. Ils vont dire rice and beans. Manger du riz et des beans. Couper dans votre épicerie. Couper dans ce que vous aimez. Couper partout pour vraiment attaquer vos dettes, faire des investissements et plus tard, vous allez pouvoir en bénéficier. Ça va parler aussi des investissements, donc comment choisir les meilleures actions pour faire du profit. Et ça va parler de retraite, donc faites des sacrifices maintenant pour planifier votre retraite de rêve quand vous allez être plus vieux. Il faut sacrifier en ce moment. Et le point en commun entre ces conseils, c'est de remettre de vivre sa vie à plus tard. Et c'est ce que l'auteur Ramit Sethi, il déteste. Il dit, ça sert à quoi de faire autant de sacrifices, de couper des trucs? Lui, il donne tout le temps l'exemple d'enlever l'ampoule dans son four pour sauver 11 centimes par année. Ça sert à quoi de faire des petits trucs comme ça qui ne font pas grande différence pour en profiter quand on va avoir 80 ans? On ne sait même pas si on va se rendre là et c'est dommage de ne pas vivre sa vie quand ça vaut le plus en ce moment. Donc, ces méthodes à lui sont différentes du fait que ça ne sert à rien de ne pas s'acheter des lattés, ne pas s'acheter des cafés, d'aller chercher des petits 3 € par-ci, par-là. Il dit, au lieu de se poser des questions, comment est-ce que je peux sauver 3 €, on va se poser des questions à 30 000 € au lieu des questions à 3 €. Donc, le mot « riche » a plusieurs significations. On pense souvent devenir riche, ça veut juste dire avoir beaucoup d'argent. Mais si on regarde dans le dictionnaire, ça veut dire autre chose aussi. Quelque chose qui est riche, c'est quelque chose qui a beaucoup d'attributs, qui nous amène beaucoup. Donc, il faut se poser la question, quelle est notre vie riche? Quelle est ta vie riche? Au-delà de faire beaucoup d'argent, qu'est-ce que ça veut dire pour toi si tu avais une vie riche? Est-ce que ça veut dire que tu aurais le temps d'aller chercher tes enfants à l'école? Est-ce que ça veut dire que tu irais au spa 3 fois par semaine? Est-ce que ça veut dire que tu serais libre de ton temps pour avoir ton propre business? Ça peut vouloir dire beaucoup de choses et des fois, une vie riche ne veut pas nécessairement dire de dépenser beaucoup d'argent. Il faut se poser cette question-là. Donc, ce que Ramit Sethi décrit comme une vie riche, c'est de dépenser de façon extravagante sur les trucs qu'on aime et couper sans merci, sans pitié sur les choses que l'on n'aime pas. On dit souvent en anglais « keep up with the Joneses », de regarder ce que les autres font et ça nous crée des envies et on veut acheter les mêmes choses qu'eux, mais on ne s'est même pas posé la question sur est-ce que je le fais pour moi? Je le fais plutôt pour impressionner d'autres gens, mais ce n'est pas pour moi. Donc, il faut couper sur les choses que l'on n'aime pas et dépenser de façon extravagante sur les choses qu'on aime. Et ça, c'est possible de le faire, selon l'auteur, dans n'importe quel type de revenu, peu importe combien d'argent tu gagnes. Si tu dépenses ton argent de la bonne façon, aux bons endroits, tu peux t'en garder de côté pour pouvoir dépenser et faire ce que tu veux avec. Donc, c'est un programme sur 6 semaines qu'il décrit dans le livre. Donc, c'est vraiment étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 à chaque semaine. Et la semaine 1, c'est optimiser ses cartes de crédit. Donc, ça commence déjà ailleurs que plusieurs autres livres qui vont commencer directement sur faire son budget, aller regarder chaque centime où il s'en va. Lui, il commence avec optimiser ses cartes de crédit. Donc, premièrement, avoir la meilleure cote de crédit, c'est la première étape pour devenir riche et avoir une vie riche. Parce que toutes nos plus grandes dépenses sont faites sur le crédit, que ça soit acheter une maison, une voiture, des choses comme ça, c'est fait sur le crédit. C'est très rare qu'on peut se payer une maison
cash avec de l'argent. On n'a pas cet argent-là, donc il faut emprunter de l'argent. Et avoir une bonne cote de crédit égale avoir de meilleurs taux d'intérêt. Et meilleur taux d'intérêt veut dire qu'on va sauver beaucoup d'argent sur le long terme. Donc, juste une différence de taux d'intérêt de 1 ou 2 % sur une hypothèque de 25 ans, là, on parle de dizaines de milliers, voire centaines de milliers de dollars sauvés en intérêt. Donc, on va chercher à avoir la meilleure cote de crédit possible. Donc, voici les 6 commandements du crédit de Citi. Numéro 1, payer sa carte dans les temps. Ça va de soi. Quand on paye sa carte dans les temps, on n'a juste pas d'intérêt. On fait que emprunter l'argent de la carte de crédit et la payer tout de suite avec de l'argent qu'on a déjà. Donc, ça va de soi. Numéro 2, annuler tous les frais. Donc, il y a certaines cartes il faut payer un montant par année pour pouvoir l'utiliser et avoir accès à d'autres bénéfices. Citi, lui, il dit une carte de crédit, ça ne devrait pas être une dépense. Je ne devrais pas payer pour avoir accès à une carte de crédit. Elle devrait m'être gratuite. Donc, appeler pour faire enlever les frais ou leur dire moi, je ne voudrais que ma carte de crédit ne me coûte aucun frais. Donc, si ce n'est pas possible de les enlever sur celle-ci, j'en veux une nouvelle. Lesquelles est-ce que vous pouvez m'offrir? Numéro 3, négocier les taux d'intérêt les plus bas. Ça, on ne le sait pas, mais les taux d'intérêt sont en moyenne, et quand il en parlait dans le livre, c'est à 14 %, mais c'est plutôt à 19 % de ce que j'ai vu. Il y en a encore plus haut que ça. Donc, c'est faramineux des taux d'intérêt à 19 %. Ça fait que tu vas avoir beaucoup d'intérêt si tu ne paies pas à temps ta carte de crédit. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ça peut se négocier. On n'a qu'à appeler parce qu'on peut transférer la balance d'une carte vers une autre. Et les autres gens ou endroits ou banques qui vendent des cartes, eh bien, ils veulent t'attirer. Donc, ils vont t'offrir de bons taux promotionnels. Ils vont t'offrir d'excellents taux pour t'attirer. Donc, c'est à toi de dire « Je suis client depuis 5 ans ou plus. J'aimerais faire baisser mon taux d'intérêt sur ma carte parce que je voudrais attaquer mes dettes de façon agressive. Donc, s'il vous plaît, faites-moi baisser mes taux. » La plupart du temps, ils vont répondre « Non, malheureusement, ça ne se fait pas de baisser les taux. » Tu dis « C'est dommage parce que moi, là-bas, à cet endroit-là, on m'offre un taux qui est 2 fois plus bas que le vôtre. Ce serait dommage que j'aille justement transférer ça de l'autre côté. Donc, je demanderai à faire baisser mes taux ici. Je sais que vos coûts d'acquisition de clients sont très élevés, donc ça serait avantageux pour vous de me garder. Ça peut fonctionner 50 % du temps, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner tout le temps, mais c'est qu'un appel qui peut durer quelques minutes, voire 1 heure au maximum, et ça pourrait être avantageux pour toi d'avoir des plus bas taux. Numéro 4, garder ces cartes actives pendant longtemps. Donc, pour les cotes de crédit, quand tu as du crédit depuis très longtemps, ça veut dire que tu es fiable. Donc, c'est une bonne chose pour eux. Numéro 5, prendre une limite de crédit plus haute. Ça, c'est vraiment si tu n'as plus aucune dette, plus aucune balance sur ta carte. Sinon, il ne faut pas faire ça. Mais pour avoir une meilleure cote de crédit, il faut avoir un taux d'utilisation faible sur sa carte. Donc, il ne faudrait pas utiliser plus de 30 % de la carte à tout moment parce que si tu es à la limite de ta carte, ça signifie au bureau de crédit que, lui, il utilise le maximum. Ça veut dire qu'il a besoin beaucoup du crédit. Donc ça, c'est un petit drapeau rouge. On se demande pourquoi est-ce qu'il a besoin autant de crédit. Ça fait baisser la cote. Donc, faire augmenter la limite de la carte pour pouvoir utiliser la marge de ta carte, utiliser une moins grande portion de ta carte. Et numéro 6, utiliser les remises. Il faut tout simplement s'informer quel genre de remise est-ce qu'on a avec notre carte. Est-ce que ça soit des remises sur les achats de 1 ou 2 %? L'auteur Citi, lui, il déteste ça. Il dit c'est bien mieux de prendre des remises en crédit de voyage ou des choses comme ça qui vont donner plus d'argent. Mais souvent, des fois, nos cartes vont nous offrir une assurance voyage de quelques jours, des rabais sur certains services. Donc, il faut vraiment s'informer et savoir quel genre de promotion est-ce qu'on peut avoir avec nos cartes. Et ensuite, il s'agit de payer agressivement ses dettes de carte de crédit parce que c'est ça qui nous coûte le plus cher dans la vie. Les taux d'intérêt sont tellement élevés qu'il faut se débarrasser de ça au plus vite. Donc, premièrement, c'est de calculer le montant exact de ses dettes. Il y a beaucoup de gens qui ont des dettes de carte de crédit qui ne savent même pas le portrait. Ils font l'autruche.
ils vont se cacher la tête dans le sable parce que les finances, pour eux, ça les stresse. Ils ne veulent pas regarder ça. Et justement, ils vont rester pauvres toute leur vie parce qu'ils ne s'attaquent pas au problème. Donc, c'est vraiment prendre toutes ces cartes de crédit, sortir les montants que l'on doit, sortir les taux d'intérêt de chacune de nos cartes et calculer combien est-ce que ça nous coûterait, en combien de temps est-ce qu'on pourrait les payer pour avoir un portrait juste de la chose. Ça, c'est l'étape la plus longue, la plus difficile, que ce soit émotionnellement ou en termes de mathématiques, de tout calculer les choses, mais c'est important de le faire. Numéro 2, décider de sa méthode pour les rembourser. Donc là, il y a plusieurs, on dit en anglais « schools of thoughts », il y a plusieurs façons de penser par rapport à ça. La première, c'est de tout simplement rembourser le minimum sur chaque carte pour baisser justement les intérêts que l'on doit. Et il y a aussi la deuxième façon de le faire, ça serait la méthode Snowball de Dave Ramsey qui dit évidemment, on essaie de payer le minimum surtout, mais ensuite de ça, on va s'attaquer à la carte qui reste le plus petit montant. Hein? Donc, si on doit seulement 200 € sur celle-ci, mais on va s'attaquer à celle-là plus vite, même si le taux d'intérêt est plus bas que certaines autres cartes. Hein? Donc, la façon numéro 1, c'est attaque-toi à la carte, donne le minimum partout. Ensuite, attaque-toi à la carte qui a le plus haut taux d'intérêt. Et la méthode Snowball, c'est justement aller les plus petites dettes jusqu'aux plus grosses parce qu'il y a un point de vue psychologique, émotionnel là-dedans. Quand on se débarrasse d'une dette, on est fier de nous et on a envie de travailler encore plus là-dessus. Donc, ça prend en compte le côté humain de la chose. Numéro 3, négocier les taux d'intérêt. On vient d'en parler déjà. Tu peux faire un petit coup de fil. Dis, moi, je veux m'attaquer agressivement à mes dettes. Je voudrais avoir un meilleur taux. Ça serait dommage de transférer ma carte ailleurs. Numéro 4, décider de où proviendra l'argent pour rembourser ses dettes. Parce que c'est bien de dire, wow, je vais m'attaquer aux dettes, mais je ne sais pas avec quel argent est-ce que je vais faire ça. Donc, est-ce que tu vas prendre certaines épargnes que tu avais, qui n'est peut-être pas la meilleure solution, ou est-ce que tu vas tout simplement revoir ton budget, dépenser un peu moins dans des restaurants, dans des choses qui sont moins essentielles pour un certain temps afin d'enlever tes dettes, qui est pas mal la meilleure option. Et numéro 5, c'est tout simplement de commencer maintenant, ne pas remettre ça à plus tard chaque mois que tu attends et que tu paies des intérêts et que ça s'accumule et que ça va t'en charger encore plus. Il faut mettre un frein à ça, il faut commencer tout de suite. Semaine 2, donc la première semaine, on s'est occupé de nos cartes de crédit. Semaine 2, ouvrir des comptes en banque avantageux. Il y a tout simplement deux types de comptes qui sont nécessaires, le compte chèque et le compte épargne. Et là, il ne parle pas des comptes pour investissement parce que ça va s'ajouter pendant la semaine 3. Ceti est un grand fan des banques en ligne parce qu'elles offrent des frais. Souvent, il n'y a pas de frais du tout et ça coûte moins cher et il y a de meilleurs taux pour des comptes épargne, des comptes chèques par rapport aux banques traditionnelles. Lui, il déteste les banques traditionnelles pour plusieurs raisons, dont celle-ci. Voici les tactiques marketing qui sont utilisées par les banques qui sont désavantageuses pour vous. Ils vous donnent des taux promotionnels pour vous attirer, mais on se fout que le taux va être meilleur pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois. On veut utiliser une banque pendant 15 ans, 30 ans, 50 ans. Donc, que ça soit bon pendant 3 mois, on devrait se foutre de ça. On veut qu'est-ce qui va être le plus avantageux pour nous à long terme. Ils vont demander une balance minimale. Donc, il faut garder minimum 1 000 € ou 5 000 € dans votre compte chèque. Sinon, on va vous charger un frais mensuel pour avoir de l'argent là. Ce qui n'a aucun sens parce que si tu mettais ce 1 000 € placé dans des investissements, tu aurais beaucoup plus d'argent que justement le garder à pourrir dans ton compte seulement pour ne pas payer de frais. Ensuite, ils vont faire des upsells, ils vont essayer de vous vendre un tas de trucs que vous n'avez pas demandé. Vous vouliez seulement ouvrir un compte et là, vous vous ramassez à avoir acheté plein d'autres produits. Numéro 4, tenir le coup. C'est quand on les appelle pour leur dire « Hey, moi, je ne veux pas de frais, je ne veux pas une balance minimale. » Ils vont vous dire « Désolé, ce n'est pas possible. » Et pourtant, ils le font chaque jour pour un tas de personnes qui se plaignent ou qui ont d'autres raisons ou qui menacent de changer ailleurs. Hein, comme je l'ai expliqué avant, le coût d'acquisition de clients pour une banque est extrêmement élevé. C'est minimum 200 € par client. Donc, vous leur dites, ça serait vraiment dommage de me perdre comme client alors que j'étais un bon client depuis 5 ans ou 10 ans seulement pour 5 € de frais que vous ne voulez pas m'enlever alors que ça vous coûte un minimum 200 € pour acquérir un nouveau client et parfois ça va jusqu'à des milliers d'euros pour acquérir des clients. Donc,
souvent, ils vont tenir le coup et dire non, mais tandis que ce n'est pas vrai, ils peuvent vous offrir ce que vous voulez. Et numéro 5, ajouter une carte de crédit au compte alors que vous ne l'aviez pas demandé. Souvent, ça arrive et ça, c'est un peu dans la même catégorie que les upsells. Il faut dire non à toute chose qu'ils nous offrent en supplémentaire. Donc, les comptes en banque avantageux. Donc, comme je l'ai dit, il faut négocier pour retirer les frais minimum de tes comptes et retirer peu importe le frais, que ce soit une balance minimum ou juste un frais. Donc, je viens de l'expliquer. C'est super important pour Sethi de faire ça. Lui, il déteste les banques pour ça. Et ajouter ensuite de ça dans son compte chèque 1 mois et demi de dépenses au minimum parce que comme on va le voir après, on va automatiser toutes nos dépenses. Donc, on ne veut pas être pris à avoir une balance négative dans notre compte parce que ça a été débité tout seul et on n'avait pas planifié ça. Donc, il faut avoir un petit supplément dans notre compte chèque. Et si on est capable, avoir 3 mois, 6 mois, 1 an de dépenses qui sont là en argent, en cash, pour être certain de ne pas en manquer et avoir quelque chose s'il y a une urgence. Ça nous mène à la semaine 3, se préparer à investir. C'est là où on va se créer nos comptes d'investissement. Et si tu ne l'as jamais fait encore, tu vas voir, ça va être très, très simple de le faire dans la façon qu'il explique dans ce livre. Donc, investir tôt, surtout, c'est la façon la plus sûre de devenir riche. Hein? Ils ont fait des petits sondages avec des gens qui sont jeunes, moins de 30 ans. Ils pensaient à près de 50% qu'ils allaient devenir riches, soit en gagnant à la loterie ou en recevant un héritage. Et ça, il ne faut pas du tout se fier là-dessus. Il faut tout simplement investir d'une façon hyper simple le plus tôt possible. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des millions plus tard dans notre vie. Donc, la seule chose à faire cette semaine-ci, c'est d'ouvrir 2 sortes de comptes d'investissement. C'est les 2 les plus importants. Moi, je suis au Québec, donc ça peut être différentes appellations si tu es en France ou ailleurs dans le monde. Donc, il y a les REER, c'est l'épargne pour la retraite. Donc, nous, c'est un régime d'épargne enregistré pour la retraite. Il y a le CELI, qui est une épargne libre d'impôt, donc un compte épargne libre d'impôt. Ce sont ça les acronymes. En anglais, le REER, c'est 401k, le 401k. Le CELI, c'est le Roth IRA. De toute façon, il y a peut-être d'autres appellations. Et pour résumer, le REER, c'est tout simplement de faire réduire tes impôts maintenant pour de l'argent que tu vas sortir plus tard à ta retraite. Et quand tu vas le sortir à ta retraite, là, il va être imposé. Donc, on n'est pas imposé maintenant. Ça fait diminuer le montant qu'on doit à nos impôts. On peut le faire fructifier pendant des années jusqu'à temps qu'on ait besoin à notre retraite. Et le compte le CELI, donc le compte épargne libre d'impôt, c'est le contraire. On prend de l'argent qui est déjà imposé et ensuite on l'investit, mais les gains qui vont être faits de notre investissement ne seront pas imposés quand on va les retirer ensuite. Donc, ce sont les 2 médiums les plus intéressants pour pouvoir investir. Et évidemment, tu pourrais t'ouvrir un 3e compte qui est un compte régulier d'investissement si jamais ces 2-là sont remplis au maximum. Donc, il faut investir dans cet ordre. Donc, disons que tu as de l'argent et tu ne sais pas, tu veux l'investir, mais tu ne sais pas quoi prioriser, dans quel ordre. La première chose à prioriser, c'est si ton employeur égale les cotisations dans ton régime retraite, il faut en prendre avantage au maximum parce que c'est de l'argent gratuit. Donc, si tu mets 300 € par mois dans ton compte épargne et que ton employeur, il va faire un match, il va donner un 300 € de sa part, il faut absolument mettre le maximum là-dedans parce qu'on n'aura jamais autant d'argent gratuit qui va nous être donné. Numéro 2, payer ses cartes de crédit à haut taux d'intérêt. Comme on l'a vu, si tu as des taux d'intérêt de 14, 19, 22%, ça, c'est ça qui va manger tout ton argent. Donc, il faut vraiment attaquer ça au maximum en 2e. Numéro 3, investir dans un compte épargne libre d'impôt. Donc, tes investissements vont aller là en premier. Ensuite, si le maximum a été atteint, parce qu'on ne peut pas en mettre au maximum, il faut mettre l'excédent dans son régime épargne retraite. Et si ça aussi c'est fait au maximum, eh bien, investir dans un compte d'investissement régulier qui, lui, va être imposé. Donc, les gains qui vont être faits dans ce compte-là vont être imposables et vont se rajouter à tes revenus de l'année.
Ça nous mène à la semaine 4, créer son plan de dépenses consciencieux. Donc ça, c'est la chose que Seti répète le plus. Personne n'a envie de faire un budget et suivre chaque dépense, suivre chaque centime. Et quand on suit tellement d'autres sortes de livres financiers, de blogs, de gourous, ils vont dire, vous devez suivre chaque centime, chaque petite dépense, savoir chaque truc va où. Et ce n'est pas comme ça que l'on vit. Ce n'est pas une vie d'être strict à ce point-là. On n'a pas envie d'aller au restaurant puis calculer, est-ce que je peux prendre une entrée ici parce que au centime près, parce que c'est dans mon budget. On veut pouvoir vivre notre vie libre et il y a une façon de le faire sans calculer chaque petite chose et c'est ce que Seti va nous montrer dans ce chapitre ici. Donc, on va faire un plan de dépenses consciencieux qui va prendre en compte des pourcentages plus globaux de ce que ça nous coûte dans plusieurs catégories pour qu'on n'ait pas vraiment à se soucier de tout ça. Et ensuite, on va les automatiser et comme ça, on n'aura même pas à créer de budget tout court parce que ça va être fait de façon automatique. Donc, le premier, c'est les coûts fixes. Ça doit être entre 50 et 60% de son argent. Donc, c'est soit ton hypothèque ou ton loyer, la nourriture, le transport, Internet, le câble, toutes sortes de dépenses pour pouvoir vivre, ou je devrais bien dire survivre. Ça va dans ces coûts fixes. Ensuite, les investissements, c'est 10%. Donc, ça va dans ton régime retraite ou les comptes d'investissement libres d'impôts. Ensuite, l'épargne. Donc, tu dois aussi avoir de l'épargne pour des projets comme de faire un voyage, d'acheter des cadeaux, faire une mise de fonds si tu n'as pas encore une maison. Il faut économiser pour ces projets-là. Et ensuite, c'est de l'argent à dépenser sans culpabilité. Ça va être entre 20 et 35%. Il appelle ça le guilt-free spending money. Les restaurants, boissons, cinéma, vêtements de marque, luxe, peu importe, c'est quoi ton luxe à toi. Je te dis, c'est quoi ta vie de riche, hein? C'est quoi qui est riche pour toi? Qu'est-ce que tu aimes dépenser? Moi, j'adore acheter des instruments, l'équipement de musique parce que c'est ma passion. Ça coûte cher, ça, et je ne regarde pas les dépenses parce que moi, c'est ce qui me rend heureux, c'est ma vie riche, mais je vais couper dans plein d'autres choses dans ma vie. Donc, voilà, c'est des pourcentages globaux qu'il faut essayer d'atteindre. Donc, si toi, tes coûts fixes sont de 95%, tu n'as aucun argent à mettre justement pour dépenser sans culpabilité, tu ne peux pas faire de l'épargne, tu ne peux pas investir, eh bien là, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. Il va falloir peut-être diminuer ton style de vie. Soit vendre ta maison, trouver un loyer moins cher, dépenser moins dans la nourriture. Justement, si tu prends toujours du take-out, tu t'en vas toujours dans des restaurants, tu fais venir la nourriture, peut-être vendre ta voiture, trouver un autre moyen de transport plus économique pour que tes coûts fixes soient plus près de 60%. Ça ne devrait jamais être 80 ou 95%. Et justement, ces pourcentages-là sont calculés sur l'argent net que l'on obtient vraiment après impôt et non selon le brut parce qu'on veut se concentrer sur l'argent que l'on a réellement. Donc, exemple, si Thierry a 40 000 € après impôt, c'est son argent net. Ça veut dire que chaque mois, ça devrait lui coûter environ 2 000 € par mois pour ses coûts fixes, 333 pour ses investissements, 333 pour ses projets d'épargne et 666 à dépenser sans culpabilité. Donc, encore une fois, oui, et ça, c'est important aussi, ajouter 15% à nos coûts fixes pour prendre en compte les imprévus. Donc, si jamais tu disais, moi, ça me coûte 1 700 € par mois de coûts fixes, donc je pourrais peut-être répartir plus d'argent dans les autres choses, dans justement mon argent à dépenser sans culpabilité ou plus d'épargne, plus d'investissement. Il faut faire attention, il faut booster de 15% parce qu'il y a toujours des imprévus. Hein? Là, on comptait notre hypothèque, loyer, nourriture, transport. Mais peut-être que j'ai eu quelques caries de plus, ça va coûter plus cher au dentiste. C'est le temps de s'acheter des nouveaux pneus pour notre voiture ou ça nous coûte plus cher au garage, ça prend une nouvelle transmission, peu importe. C'est des choses qu'on n'avait pas prévues, donc on booste de 15%. Donc le 1 700 €, il serait peut-être mieux à 2 000 pour ça.
Donc justement, si jamais tu ne fais pas assez d'argent, tu dis moi, j'ai 90% qui va à mes coûts fixes et j'arrive pas, je vais jamais au restaurant, je dépense pas pour moi-même, je dépense déjà très peu dans la nourriture, dans les vêtements, tout ça, je vois pas comment je peux couper encore plus. Eh bien, Sethi, dans le livre, il dit il y a des limites à ce qu'on peut couper, mais il n'y a aucune limite à gagner plus d'argent. Donc, au lieu d'essayer de couper tout et de vivre comme le plus pauvre des pauvres, essaie de trouver des façons de gagner plus d'argent. Dans celle-ci, on peut demander une augmentation de salaire. Et ça, on ne s'en va pas tout simplement dans le bureau de notre boss et dire hey, « je veux une augmentation » ou « je quitte ». Ça pourrait mal tourner. Il faut prendre une vision et une façon des choses beaucoup plus safe, moins risquée. Donc, c'est tout simplement de dire à son patron « je veux contribuer plus à l'entreprise, je veux amener plus de profit, je veux être plus performant, je veux être un des meilleurs employés. Dites-moi qu'est-ce que je peux améliorer, donnez-moi des buts, des objectifs à aller atteindre et ensuite travailler fort pour atteindre ces objectifs-là et avoir quelque chose justement d'objectif à lui montrer quelques mois plus tard en disant « je vous ai amené tel résultat de plus, je veux être compensé par rapport à ça ». C'est une bien meilleure façon de demander une augmentation que de tout simplement le faire sans aucune justification. Ensuite, si ça ne fonctionne pas ou si c'est pas possible, changer pour un job plus payant. Surtout de nos jours, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi, il manque de plus en plus de main-d'œuvre. Donc, certains gens vont pouvoir nous attirer avec de meilleurs salaires et justement, à l'embauche, durant l'entrevue, c'est le meilleur moment pour négocier un plus haut salaire par rapport à quand on est déjà employé depuis plusieurs années. Tu peux faire du travail en freelance, donc des petits trucs là, dans ton quartier. Peut-être tu peux faire du mentorat, tu t'en vas dans une école à côté faire quelques euros de plus par mois. Moi, justement, je suis musicien, alors je donnais quelques petits cours de guitare les soirs. Je me faisais quelques centaines de plus par mois en faisant ça. Évidemment, le prochain, c'est moi qui l'ai ajouté, c'est Antoine, petit astérix. Créer un business en ligne sur tes temps libres. Justement, au début, tu ne feras peut-être pas beaucoup d'argent, mais tu prends ta passion, ce que tu aimes faire. Tu commences à te créer une audience en ligne et éventuellement, tu vas pouvoir leur vendre soit du coaching ou un membership par abonnement, des cours en ligne, des choses comme ça que tu peux faire sur tes temps libres qui, plus tard, ça va t'amener beaucoup. Je vais te l'offrir à la fin de la vidéo, mais je vais le faire maintenant parce que c'est une bonne occasion. J'ai un guide gratuit sur les business en ligne qui te montre comment démarrer un business en ligne, quoi faire, qu'est-ce qui est essentiel pour le faire pour qu'à long terme, tu puisses faire beaucoup d'argent et peut-être même que ça devienne ta carrière d'exercer ta passion. Donc, tu peux aller le chercher, premier lien dans la description, ça me fait plaisir. Donc, au lieu de trop couper, essaie de te demander comment est-ce que je peux faire plus d'argent. Semaine numéro 5, faire de l'argent en dormant. Donc, celle-ci, c'est la plus courte, c'est de tout simplement automatiser le tout pour qu'on n'ait jamais à faire un budget. Donc, il faut lier ces comptes ensemble pour qu'on n'ait pas à intervenir. Hein? Nous, on veut, comme je l'avais expliqué, disons que tu fais 40 000 net, ça veut dire qu'il faut 2 000 dans tes dépenses justement de tous les jours pour survivre, 333 en investissement, 666 pour dépenser ton guilt-free money. Eh bien, ça, il faut que ça se fasse tout seul, que l'argent s'envoie dans les bons comptes pour que tu n'aies pas à te poser la question « Est-ce que j'ai le droit de dépenser cet argent? Est-ce que j'ai assez investi ce mois-ci? » Ça va se faire tout seul. Donc, premièrement, si justement ton employeur offre de matcher avec le régime retraite, il faut faire en sorte que ça soit fait automatiquement, directement, pris sur ta paye. Ensuite, ton compte chèque doit être lié à ton compte épargne pour que justement ton 333 par mois soit envoyé directement dans le compte épargne. Tu n'aies pas à te poser la question. Ton compte chèque doit être lié à ton compte d'investissement et qu'une fois que l'argent est envoyé là-bas, qu'il soit investi automatiquement. Et ça, je vais t'expliquer dans quoi l'investir dans le prochain chapitre. Ton compte chèque doit être lié à tes factures de carte de crédit pour que ta carte de crédit soit payée en entier chaque mois, que ça soit fait automatiquement aussi. Et ton compte chèque doit être lié à toute autre dépense qui ne peut pas être faite par du crédit. Parfois, c'est impossible de payer son loyer, son hypothèque avec une carte de crédit. Donc, il faut que ça soit fait automatiquement dans ton compte chèque. Et tout ça, l'argent entre et oups, ça va être fait. La machine va le faire pour toi. Tout va être fait. Et tu vas pouvoir avoir l'esprit tranquille. Tu vas savoir que ton argent travaille au bon endroit.
Et c'est aussi possible d'automatiser un mail pour vérifier sa facture de carte de crédit avant qu'elle soit automatiquement payée dans quelques jours. Parce que une des objections, c'est que les gens pourraient dire « Ouais, mais si ma carte de crédit est payée toute seule et que j'avais des dépenses en double ou en trop ou des trucs qui vont pas, qui sont pas corrects dessus, je veux pas que ça soit payé automatiquement. » Eh bien, justement, on veut qu'elle soit payée. La plupart des mois, il n'y a pas de problème, donc ça doit être payé. Et juste pour être certain, on automatise d'avoir un relevé avant qu'elle soit faite automatiquement. Donc, ça prend quand même du temps de tout lier ces choses-là ensemble, mais il faut prendre le temps pendant la semaine 5. Et la semaine 6, c'est investir simplement. Donc, je vais te montrer la stratégie la plus facile et rapide pour investir ton argent, même si tu n'as jamais investi avant, même si tu ne connais rien là-dedans. Parce que la réalité, c'est que les experts sont payés des sommes astronomiques pour s'occuper de nos comptes d'investissement, mais 75% d'entre eux n'arrivent même pas à surpasser la moyenne du marché. Donc justement, si tu paies quelqu'un pour faire la gestion de ton portfolio d'investissement. Et lui, il va s'occuper de ça. Il va vendre l'action ici, la mettre ici. Ah, cette action-là, elle devrait être bonne. Je vais acheter l'action de Costco. Après ça, je vais acheter Microsoft. Oh là, c'est plus bon, je vends ici. Et là, il y a des frais. Et eux autres aussi sont payés des commissions, sont payés des frais. Eh bien, la plupart d'entre eux ne sont même pas capables d'anticiper les marchés. Personne ne sait l'avenir en réalité et 75% du temps, ils ne vont pas arriver à simplement battre la moyenne du marché. Et oui, il y a des exceptions de gens qui ont battu le marché pendant 30 années consécutives, mais statistiquement, il est improbable de trouver un professionnel, quelqu'un qui ne se trompera jamais année après année. Ça ne vaut tout simplement pas le coup de prendre ce qu'on appelle des mutual funds, des fonds mutuels qui sont gérés par un vrai être humain, parce que les frais d'un management actif viennent manger, gruger une bonne partie de nos retours sur investissement, souvent de 1,5 jusqu'à 3%. Donc, si tu as eu un retour de 6% cette année-là, eh bien, et tu soustrais 3% qui va aller à ton manager, il ne te reste que 3% et certaines années, ce n'est même pas assez pour battre l'inflation, surtout pas cette année au moment où je fais la vidéo. Donc, tu viens de perdre de l'argent en donnant une trop grande commission à quelqu'un qui finalement n'aurait peut-être pas mieux fait que toi qui ne connais absolument rien au marché. On ne peut pas prédire l'avenir. Donc, la stratégie ultra simple à employer, c'est d'investir dans les fonds à horizon de retraite, ce qu'on appelle en anglais un Life Cycle Fund ou un Target Date Fund. Ou, la deuxième option, c'est les fonds indiciels, qu'on appelle aussi les Index Funds. Inquiète-toi pas, je vais t'expliquer ce que ça veut dire et c'est simple comme bonjour. Donc, le Life Cycle Funds, c'est justement un fonds qui utilise ton âge et une date prévue de retraite. Donc, si toi, tu vas prendre ta retraite en 2048, eh bien, tu vas tout simplement prendre le Life Cycle Fund qui est appelé 2048 ou qui utilise ton âge et investir directement dans celui-ci. L'investissement est prédiversifié, il change le risque selon ton âge. Parce qu'on peut choisir une allocation différente. Il existe des actions qui parfois sont un peu plus risquées. Il existe les obligations, surtout gouvernementales, qui sont moins risquées, ne sont pas garanties, mais beaucoup moins risquées. Ils apportent souvent un retour plus bas. Donc, souvent, quand on est très jeune, on veut prendre beaucoup plus d'actions ou que des actions parce qu'on peut... On a le temps devant nous pour être un peu plus agressif. Et quand on est très près de la retraite, on veut plus d'obligations parce qu'elles sont beaucoup moins risquées. Donc ça, le Life Cycle Fund, il va modifier le ratio d'actions et d'obligations au fur et à mesure que tu vas vieillir pour que ça soit toujours le bon taux de risque selon ton âge. C'est un investissement qui est sans gestion et à faible frais. Les coûts sont vraiment très, très minimes par rapport à justement engager un expert dans un fonds mutuel. Et tu as juste à mettre ton argent dedans tous les mois et voilà, tu prends un seul Life Cycle Fund, tu mets ton argent une fois par mois et tu l'oublies, tu le laisses faire, tu n'enlèves jamais l'argent, tu ne le touches plus, tu fais rien. C'est tout. C'est vraiment, vraiment simple. Ça, c'est vraiment pour les gens qui ne veulent pas apprendre quelles sont les meilleures actions, comment est-ce que j'investis dans l'immobilier, blablabla.
Peut-être que les retours vont être un peu moins que si tu étais plus actif. Mais, comme le dit Sethi dans son livre, c'est la solution 85%. Ça va t'amener à 85% des résultats. C'est beaucoup mieux que 0% d'être juste paralysé, ne jamais investir parce que tu ne connais pas ça. Donc, va tout simplement rechercher Life Cycle Funds. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que je peux investir dans un? Et après une semaine, tu vas avoir déjà commencé à investir et tu n'auras pas besoin d'en faire plus. Ce n'est pas sexy. Hein? J'ai acheté Microsoft, là, j'ai acheté telle compagnie qui a fait des profits fulgurants. C'est risqué aussi. La compagnie peut faire faillite. 99% des compagnies font faillite après des décennies. Donc, c'est risqué. Voilà pourquoi le Life Cycle Fund, c'est la meilleure façon. Et si tu veux un peu plus de gestion, tu peux aller chercher des Index Funds, mais c'est super facile quand même. Donc, les Index Funds sont aussi à très faible coût et contiennent un portfolio diversifié. Moi, j'en parle souvent comme acheter un panier de paniers. Hein? Donc, c'est déjà diversifié. Il va y avoir des investissements dans des grosses compagnies, des petites compagnies, des banques, des compagnies en technologie, en santé, pétrolière, tout ça, et on prend des paniers de ça et on met le panier dans le panier. Donc, c'est super diversifié de prendre des index funds. On n'a pas besoin de diversifier le type de compagnie qui vont aller en cherchant des actions individuelles. Il faut seulement prendre en compte plusieurs sortes d'index funds pour une allocation d'actifs plus balancée. Parce que non seulement on veut plusieurs types de compagnies dans plusieurs sections, comme j'ai dit, technologie, justement santé et tout ça, des grosses compagnies, des petites compagnies, mais on veut aussi une allocation des actions, des obligations, de l'immobilier, trésorerie, tout ça, on veut que ça soit une bonne allocation. Donc, si tu vas du côté Index Funds, tu peux utiliser le modèle Swanson qui va comme si, selon les pourcentages. Donc, j'en ai un petit graphique en anglais si tu lis bien en anglais. Donc, 30% d'actions domestiques, ça veut dire des actions de ton pays à toi. Hein. Tu veux stimuler l'économie de ton propre pays. Ensuite, 20% d'actions immobilières, justement, pour diversifier en étant dans le real estate, dans l'immobilier. 15% d'actions internationales, donc d'autres pays que le tien. Donc, tu pourrais justement investir dans les États-Unis, dans d'autres pays que le tien. 15% d'obligations gouvernementales. Donc, comme j'ai dit, les obligations sont beaucoup moins risquées, donc ça vient enlever une part de risque. 15% de titres du Trésor protégés contre l'inflation, encore une fois pour protéger ton portfolio plus, et 5% dans des actions de marché émergents. Donc ça, c'est la portion super risquée de ton portfolio. Hein? Des petits trucs émergents en Chine qui pourraient complètement faire faillite ou qui pourraient complètement avoir un succès fulgurant. Eh bien, à 5%, ce n'est pas un gros risque, ce n'est pas une grosse part de ton portfolio. Donc, tu prends un petit index fund dans chacun d'entre eux, un index fund d'actions domestiques, immobilières, internationales et tout ça. Ça va te faire un très bon portfolio. Ensuite, il s'agit de rebalancer ses investissements périodiquement si certains performent ou sous-performent pour que les pourcentages restent les mêmes. Disons qu'après quelques années, tes actions domestiques ont mieux fonctionné que les autres et là, c'est rendu 45% de ton portfolio et les actions émergentes sont rendues à 1% de ton portfolio parce qu'ils n'ont pas fonctionné. Eh bien là, on veut mettre plus d'argent dans les actions émergentes et moins d'argent ou pas d'argent dans les actions domestiques pendant un certain temps pour que les ratios redeviennent 30%, 20%, 15%, 5%. Parce qu'on ne veut pas que notre portfolio soit débalancé, encore une fois. Mais ça, il ne faut pas le faire à chaque semaine. Ça peut être, on peut regarder 1 à 2 fois par année. Donc, c'est vraiment, vraiment sans trop d'intervention de ta part. Mais il ne faut pas laisser ça non plus pendant 15 ans sans y retoucher et que là, les ratios soient tout changés. Et l'important, c'est de garder ces investissements le plus longtemps possible. En anglais, on dit « It's not timing the market, it's time in the market ». Ça veut dire qu'il ne faut pas essayer de trouver le bon moment où toute la bourse va chuter et là, ensuite mettre son argent là-dedans parce que avant que ça arrive, qu'il y ait réellement une récession, tu peux passer des années à ne pas avoir investi et avoir perdu toute cette opportunité de faire de l'argent pendant ce temps-là. Donc, il faut tout simplement passer le plus de temps investi, qu'il y ait des récessions, que ça aille vers le haut ou vers le bas. Si tu investis
en termes de décennies, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est certain que tu vas être gagnant et que tu vas faire fructifier ton argent. Donc, si jamais tu as une urgence financière, il ne faut pas enlever tes investissements en premier. Ça serait vraiment une erreur. Premièrement, il faut piger dans son compte épargne. Donc, si tu épargnais pour un voyage, un mariage, un projet, ces choses-là, ça, c'est, on va aller piger là-dedans en premier parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses répercussions par rapport à ça. Numéro 2, vendre des objets qui n'ont pas de valeur pour toi. Donc, si tu as des trucs, moi, je pourrais vendre une guitare, des effets de guitare, des meubles qui ne servent plus. Tu essaies de voir qu'est-ce qui coûte le plus cher et tu les vends. Ensuite, demander de l'aide de sa famille. Est-ce qu'il pourrait te faire un prêt sans intérêt, juste le temps que l'urgence soit terminée et que tu aies passé à travers. Et ensuite, seulement, numéro 4, piger dans ses comptes épargne d'investissement. Là, je ne parle pas le compte épargne, le premier, c'est justement pour tes projets, mais j'aurais dû écrire son compte d'investissement. Donc, préférablement, le CELI, le compte libre d'impôt, parce que si tu retires de l'argent, ça va être sans pénalité. Si tu retires de ton compte retraite d'avance, avant ta retraite, les pénalités vont être énormes. Donc, il faut vraiment, vraiment éviter de faire ça. Donc, préférablement, retirer du CELI. Mais on va quand même retirer du REER avant de remplir une carte de crédit. Ça, c'est vraiment, vraiment en dernier recours. Et pourtant, il y a des gens qui le font en premier recours. C'est complètement stupide parce que les taux d'intérêt sont tellement élevés que c'est ça qui va te coûter le plus cher au final et qui va te faire crouler sous les dettes pendant des années et des années. Donc, il faut vraiment, vraiment ne pas faire ça. Il faut y aller dans cet ordre-là quand on a une urgence financière, qu'on n'a plus un sou et qu'on a besoin de faire quelque chose pour survivre avec notre argent. Donc, pendant 6 semaines, c'est ce que tu as fait. Tu as géré tes cartes de crédit et ta cote de crédit, ouvert des comptes en banque et négocié les frais, ouvert des comptes d'investissement. Tu t'es fait justement pas un budget, mais justement un plan consciencieux pour ton argent. Tu as automatisé le tout pour que tu n'aies plus rien à faire là-dedans et tu as investi dans un Life Cycle Fund ou quelques Index Funds qui sont vraiment sans gestion avec des coûts très bas. Si tu fais ça, tu vas vraiment gagner avec ton argent. Tu vas pouvoir être riche dans quelques décennies et vivre ta vie riche sans te priver. Donc, ma question, c'est « Et toi, quelle est ta vie riche? » Demande-toi, qu'est-ce qui n'est pas important pour toi que tu pourrais couper beaucoup dans tes coûts? Et qu'est-ce qui est très important pour toi que tu devrais dépenser encore plus pour vivre ta vie maintenant, être heureux? Et tu vas savoir que cet argent-là, tu peux la dépenser parce que tout va avoir déjà été mis dans les bons endroits. Tes investissements vont avoir été faits, ton épargne est faite, tes coûts pour vivre sont déjà faits. Tu peux dépenser cet argent-là sans aucune répercussion, sans aucune guilt, sans aucune culpabilité. Donc, j'en ai parlé un peu plus tôt. Si tu souhaites gagner plus d'argent et que tu ne sais pas trop comment faire, j'ai un guide gratuit pour toi. C'est mon guide Business en ligne ultime de l'entrepreneur minimaliste. Je t'aide à créer un business en ligne passif et minimaliste pour que tu puisses gagner plus d'argent tout en travaillant moins. Ça ne va pas être instantané, mais avec les années, sur tes temps libres, tu vas pouvoir enseigner ta passion et faire en sorte de gagner de l'argent sur Internet. Là-dessus, moi, je gagne des centaines de milliers d'argent par année enseignant ma passion pour la guitare sur le web. C'est pour ça que j'ai créé cette deuxième chaîne où je fais des résumés de livres, des conseils business et tout ça. Je veux t'aider à le faire aussi. Donc, mon guide ultime, c'est vraiment un super bon guide gratuit. J'ai eu plein de bons commentaires là-dessus. Ça a aidé beaucoup de gens. Donc, va le chercher. Premier lien dans la description, va te créer ton business en ligne et augmenter l'argent que tu fais pour pouvoir vivre ta vie riche. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Je vais faire d'autres résumés de livres, finances personnelles, business et trucs comme ça. J'en ai déjà fait, je pense, une quinzaine déjà. Donc, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.